Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du dos. Alors oui, je sais, c'est à la mode. On parle actuellement beaucoup du rachis lombaire et de son arrondissement pendant les soulevés de terre, puisqu'il y a quelques esthéticiens stupides qui ont lancé cette mode en disant que le bas du dos pouvait être parfaitement travaillé dos rond, euh, donc rachis lombaire arrondi avec des charges même conséquentes, alors on dit légères et conséquences, et que ça n'avait aucune incidence et qu'il fallait travailler cela. On pouvait travailler le bas du dos pour renforcer les éléments d'une façon progressive. Alors, c'est ne pas connaître l'évolution de la lignée humaine et la façon dont s'est conformé au cours de cette évolution notre rachis lombaire. Alors, ce n'est pas pour ça que faire un peu d'exercice de rond, c'est extrêmement dangereux, ou que tout le monde se blessera en faisant un soulevé de terre, en ramassant quelque chose de lourd dos rond. Nous ne sommes pas égaux génétiquement, mais c'est en général une fragilité humaine. On n'est pas fait pour soulever lourd dos rond, mais on est fait pour arrondir le dos et aller chercher des objets au sol. Alors j'ai fait un petit texte pour vous parler des douleurs lombaires, plutôt pour vous parler du lombago, et pour vous expliquer que cette douleur si fréquente, ce problème si fréquent à l'humanité, aux hommes, c'est quelque chose que tout le monde va expérimenter une fois ou même plusieurs fois dans son existence. Vous savez, c'est ces douleurs au dos, vous penchez en avant, vous vous bloquez, vous êtes bloqué quelques jours, vous avez mal. C'est en vérité souvent une douleur au dos qui n'est pas vraiment ou pas toujours liée à des pathologies lourdes, et même parfois elle est liée à rien du tout, juste un petit étirement ligamentaire. Vous allez comprendre que le lumbago, justement, est un magnifique processus lié à notre évolution, à notre bipédie, fait pour sécuriser le dos et nous éviter de trop forcer justement en dos rond, puisqu'on ne sommes pas faits pour étirer et permettre et mettre excessivement de pression sur notre rachis lombaire lors de l'arrondissement, puisque nous risquons d'augmenter la pression dans les disques intervertébraux et d'accélérer leur dégradation. Oui, malheureusement, nos disques se dégradent progressivement avec le temps. Alors tout le monde, les gens ne sont pas égaux là-dessus. Il y a des gens qui peuvent arriver à leur belle mort, même très vieux, sans avoir eu de graves pathologies lombaires et en ayant soulevé lourd aussi. Puis il y en a d'autres qui vont aux premières charges lourdes se baiser le dos. Mais nous avons un système de protection fabuleux qui a été mis en place au cours de l'évolution qui s'appelle le lumbago. Le lumbago, ce n'est pas justement quelque chose qui est consécutif à une mauvaise adaptation de l'homme à sa bipédie, mais plutôt une super adaptation à la bipédie. C'est un excellent système de sécurité nous empêchant de continuer nos conneries. Voilà, et vous allez comprendre comment l'évolution humaine a généré ce principe de sécurité formidable. Alors, n'écoutez pas les youtubeurs du feed game stupides qui vous conseillent de vous entraîner dos en disant qu'il n'y a aucun risque. Si, il y a des risques. Les risques ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Moi, je peux faire du soulevé de terre dos rond à 150 kg en série de 10, voire de 20. Je ne vais pas avoir de problème grave, mais d'autres vont pouvoir avoir de graves problèmes. Donc, je ne vous le conseille pas. Vous allez comprendre pourquoi le dos rond en charge lourde est quelque chose de dangereux, alors que nous sommes faits, paradoxalement, pour arrondir le dos, pour aller chercher des objets au sol, puisque le fait d'être bipède éloigne nos membres supérieurs du sol, le sol où on va trouver des objets, de la nourriture et des choses intéressantes. Donc on arrondit le dos pour aller chercher des choses au sol. On est fait pour arrondir, mais on n'est pas fait pour porter lourd en arrondissant le dos. Vous allez comprendre. Donc je vous ai fait un petit texte qui sera dans l'éveil des consciences, dans la suite de l'éveil des consciences que je suis en train de préparer, qui est déjà bien avancé. Oui, je suis un auteur qui produit beaucoup, grâce à vous, qui me posez des questions, et grâce aux recherches que je fais,
et que Gundil fait aussi, puisque on travaille actuellement sur les blessures. On était en train d'étudier les dernières recherches sur la façon dont les hernies discales apparaissaient, et elles apparaissent de rond, bien sûr, et avec des ruptures de la plaque terminale. Donc il y a des études qui ont été faites parce que, bien sûr, les moyens d'imagerie médicale ont évolué et on peut mieux voir la façon dont se produisent les hernies, à quel endroit de la vertèbre, plutôt du disque intervertébral. Ce disque intervertébral va se dégrader sous les pressions verticales et sous l'arrondissement du rachis. Voilà. Donc je vais vous lire un petit texte pour que vous compreniez, avec cette intro de 5 minutes 39, vous compreniez bien la fonction du lombago et l'évolution de notre lignée. Donc voilà, ce petit texte s'appelle le limbago. Un système de sécurité pour protéger le dos. Et à la fin, je vous montrerai des images. L'homme est le seul primate à avoir évolué pour devenir totalement bipède. Cette particularité lui a permis, par la libération des membres antérieurs de la locomotion, de pouvoir utiliser et plus tard fabriquer des outils lui permettant de modifier son environnement, mais surtout de se défendre et d'attaquer en lançant et en frappant, faisant de lui une proie dangereuse et un prédateur redoutable. Enfin, cette libération des membres antérieurs, devenus des bras, lui donna accès à la maîtrise des notions de temps dans son langage, lui permettant, par le pointage de la main et du doigt, d'indiquer d'où il venait et où il désirait aller, et par cette communication temporelle, d'organiser des actions préméditées en groupe et ainsi de devenir le plus puissant prédateur et le plus grand conquérant que la Terre ait porté. La bipédie humaine entraîna une restructuration importante du système locomoteur et particulièrement de la jonction cage thoracique-bassin, qui se modifia sous la pression de la sélection naturelle pour s'adapter à la marche et plus tard à la course bipède ainsi qu'aux contraintes générées par notre aptitude unique à lancer pour blesser ou tuer afin de se défendre ou de chasser. En dehors de l'homme, les grands primates se déplacent au sol principalement en quadrupédie, le déplacement bipède étant occasionnel. Leur tronc sans taille marquée est massif et long pour abriter au niveau de l'abdomen un volumineux système digestif fait pour digérer par fermentation bactérienne une nourriture majoritairement végétale. Chez ces grands primates, les os iliaques du bassin remontent très haut, presque au contact d'une cage thoracique évasée et conique, où en absence d'une taille marquée, les mouvements de torsion et de flexion du rachis lombaire, enchâssés entre des os iliaques très hauts, sont extrêmement limités. Cette zone est donc peu mobile, très résistante et rarement blessée. Descendant d'un ancêtre arboricole à la morphologie assez proche des grands primates africains actuels, et plus précisément des chimpanzés, l'homme a vu, avec la bipédie, la morphologie de son système locomoteur changer radicalement. Ainsi, pour s'adapter à la locomotion bipède et au lancer, fait pour se défendre ou chasser, ainsi qu'au changement de nourriture, le buste se modifia notablement. Le passage à une nourriture partiellement animale et ensuite à la cuisson, qui agit comme une prédigestion, entraîna une réduction du système digestif, principalement des intestins, ce qui réduisit de ce fait la taille de l'abdomen. Le bassin se modifia aussi pour s'adapter à la locomotion bipède afin d'y ancrer de puissants muscles fessiers fondamentaux à la course rapide, debout, mais aussi pour accueillir et supporter les viscères. Ceux-ci ne pouvant plus, comme chez les quadrupèdes, être soutenus à la façon d'un hamac par la sangle abdominale. Enfin, le bassin humain subit une dernière transformation en s'adaptant à l'intelligence supérieure de notre espèce afin de faire passer le crâne de nourrisson à gros cerveau, obligeant sa structure à s'élargir et devenir plus circulaire pour permettre la sortie de nos petits à grosse tête. Tout ceci entraîna donc une réduction de la taille et du volume de notre abdomen qui devint plus mobile entre une cage thoracique plus cylindrique et moins évasée en sa partie inférieure, et un bassin plus large et plus circulaire faisant apparaître cette taille marquée typiquement humaine. C'est cet abdomen humain, plus mobile, adapté à cette nouvelle position redressée sur les membres postérieurs, qui devinrent par ce fait membres inférieurs, entraîna logiquement une restructuration de notre rachis lombaire afin de s'adapter aux nouvelles contraintes mécaniques. Supportant verticalement le poids du buste,
de la tête et des membres supérieurs et les contraintes d'écrasement consécutives au déplacement bipède, le rachis lombaire et le sacrum se renforcèrent. Le corps des vertèbres devint plus massif, donnant à leur empilement l'apparence d'une colonne ou plutôt d'un tronc d'arbre évasé à sa base. Les disques intervertébraux s'épaissirent pour amortir les chocs verticaux, tout en permettant de conserver une certaine mobilité du rachis lombaire, et le rachis lombaire se déplaça antérieurement pour se retrouver dans l'abdomen en position plus centrale, près du centre de gravité, plus protégé et ainsi mieux adapté à une nouvelle position bipède. Le rachis lombaire humain s'est donc parfaitement adapté aux contraintes générées par la locomotion bipède, mais aussi à notre capacité à lancer pour chasser ou se défendre et à frapper violemment avec des objets. Nos vertèbres lombaires sont donc faites pour résister à des torsions rapides et violentes du buste propre à la course rapide, aux frappes et aux lancers. Les butées osseuses, que sont les apophyses articulaires, limitant par ce blocage osseux l'amplitude des mouvements de rotation, empêchant le délabrement par torsion excessive des disques intervertébraux ainsi que des ligaments et des petits muscles gainant le rachis. Le rachis lombaire humain, beaucoup plus mobile et fragile que celui des autres grands primates, s'est progressivement doté au cours de l'évolution de notre lignée d'un système de sécurité permettant d'éviter les pathologies lourdes et incapacitantes, limitant les possibilités de transmettre la vie. Cet efficace système de protection s'appelle le lumbago. Pris souvent à tort comme la preuve d'une faiblesse humaine consécutive à une évolution du rachis pour la bipédie pas encore aboutie. Le lumbago ou lombalgie est en réalité le résultat d'une évolution réussie. Le lumbago, qui est une douleur accompagnée d'un blocage par contraction de la région lombaire, est rarement associé à une pathologie lourde. Le plus souvent, il est généré par un mouvement de torsion et de flexion du rachis lombaire, entraînant un étirement excessif des petits ligaments paravertébraux extrêmement innervés, créant une stimulation nerveuse générant une contraction réflexe des muscles paravertébraux extrêmement douloureuse, bloquant toute la région lombaire. Ce blocage n'a pas pour principale fonction de mettre au repos la zone lésée pour une meilleure récupération, mais plus souvent d'empêcher des mouvements excessifs du rachis lombaire, pouvant entraîner par la suite des pathologies lourdes comme certaines hernies discales. Ces pathologies étaient tellement handicapantes, entraînant parfois une infirmité à vie, qu'elles compromettaient souvent la survie et la capacité reproductive des individus qui les subissaient. Les boiteuses ou les boiteuses étant rarement considérées comme des partenaires sexuels recherchés. Le lumbago doit donc être compris comme un excellent système de protection d'un rachis lombaire humain mobile, donc fragile. Rachis lombaire humain qui, étant bloqué dans les mouvements de rotation et d'extension par les butées osseuses, a cette particularité dans la flexion antérieure de n'être retenu que par un système musculo-ligamentaire relativement fragile. Cette liberté dans la flexion antérieure du rachis lombaire permet, en position bipède, les bras éloignés du sol, d'aller chercher à terre, avec les membres supérieurs, des objets et des choses plus ou moins lourdes. Malheureusement, en l'absence de blocage osseux, l'arrondissement du rachis lombaire peut entraîner des compressions antérieures des disques intervertébraux générant des surpressions à l'intérieur de ces mêmes disques, ainsi que des protrusions ou des ruptures postérieures de leur enveloppe fibreuse, entraînant une compression de la moelle épinière ou des branches nerveuses qui en sortent, ce que l'on nomme la hernie discale. Hernie générant souvent de vives douleurs au dos et dans les membres inférieurs et pouvant générer une boiterie et même parfois une paralysie irrémédiable si un acte chirurgical n'est pas pratiqué pour libérer le nerf ou la moelle épinière comprimée. C'est donc pour éviter l'hyperflexion entraînant ce que l'on nomme une hernie discale, pathologie pouvant générer, en l'absence d'un traitement molaire, un handicap à vie, que le lumbago fut sélectionné au cours de notre évolution comme le meilleur système de sécurité protecteur du rachis lombaire, empêchant, par une douleur vive et un blocage momentané, une flexion du rachis lombaire excessif pouvant entraîner des pathologies lourdes et irréversibles. Ainsi, il est bon de comprendre que si notre rachis lombaire est relativement protégé par des blocages osseux dans les mouvements d'extension et de rotation, sa flexion antérieure n'est retenue que par un aubanage musculo-ligamentaire dont la résistance est bien moindre qu'un blocage osseux. Si nous sommes faits
de par notre bipédie pour aller saisir au sol des choses en arrondissant le rachis lombaire, nous ne sommes absolument pas constitués pour soulever du sol, rachis lombaire arrondi, des charges lourdes. C'est pour cela qu'il est conseillé de soulever des charges lourdes, le rachis lombaire porté en extension, par la contraction des puissants muscles lombaires érecteurs du rachis, et le gainage par contraction des muscles de la sangle abdominale, afin de limiter au maximum l'arrondissement du rachis lombaire pour empêcher la survenue ou l'aggravation de hernie discale préexistante. Voilà, petite vidéo sympathique pour vous expliquer un peu l'histoire de notre rachis lombaire et pour vous expliquer pourquoi le lumbago est un système qui est en vérité un système de protection extrêmement efficace. Il faut savoir par exemple que les quadrupèdes comme les chevaux ont souvent des problèmes lombaires, mais ils sont quadrupèdes, donc ce n'est pas les mêmes, et souvent moins douloureux. Ils n'ont pas... ils ont rarement, malgré des pathologies dorsales existantes, un système nerveux qui les bloque. Qui les bloque parce qu'en général, le risque d'avoir une protrusion externe est moins risqué, même s'ils ont le dos complètement abîmé. Il y a moins de risque d'avoir les éléments nerveux touchés, même s'ils ont des arthroses et même des hernies. Étant donné qu'ils sont en position quadrupède, les problèmes lombaires sont moins existants. Alors les chiens en ont, ils ont des paralysies bien sûr, mais on n'est pas dans le même genre et ils n'ont pas ce système de protection qui est le lumbago, qui est une douleur, une contraction générale faite pour empêcher l'homme qui vit relativement longtemps, qui est fait pour transmettre des informations. Nous vivons longtemps parce que nos vieux sont un réceptacle d'informations qui stockent dans leur cervelle et qui permettent à toute l'espèce de dominer par cette information qui était contenue, comprimée d'une façon verbale dans la tête. C'est une espèce d'interface sonore qui permet d'accumuler énormément de données et de les retransmettre. Donc on vit plus longtemps. Il faut éviter une dégradation du dos et puis les contraintes verticales font que les contraintes de la bipédie font qu'il peut y avoir des pathologies lourdes et à ce moment-là on a ce système de blocage. Voilà, c'est très intéressant à comprendre. Donc je vais vous passer un peu les bouquins. Alors je vous conseille 2 bouquins. Alors d'abord, je peux vous en conseiller d'autres, mais il y en a. Alors je vous conseille L'éveil des consciences, c'est celui que j'ai fait. Je suis en train de travailler pour la suite, qui va sortir, qui sera sûrement L'éveil des consciences 2, comme La guerre des étoiles 2 ou Mad Max 2. Pensez pour moi-même et pour les autres, petit clin d'œil à Marc Aurèle, et je vais vous montrer un peu quelques dessins qu'il y a dedans pour que vous compreniez. Vous voyez, quand je vous parle de système digestif, le système digestif humain, ici un gorille, végétarien, ici un omnivore dans ce carnivore, vous voyez que le système digestif du gorille est énorme parce qu'il doit faire fermenter des végétaux, donc ça fait un grand abdomen. On va vous en montrer d'autres, c'est très intéressant à comprendre. D'autres petits dessins sympathiques pour vous montrer. Quand je vous parle du bassin de l'homme qui s'est projeté vers l'arrière, voilà, ici un chimpanzé, ici un homme, on voit que le bassin est projeté vers l'arrière et on voit ici ces os iliaques qui remontent très haut. Il y a beaucoup moins d'espace et l'homme c'est beaucoup plus mobile avec des os iliaques plus évasés, plus larges. Et un fessier plus en arrière. Donc ça c'est marrant à voir. Voilà, vous avez l'évolution du bassin quand on le voit de profil. Alors ça c'est un homme, ça c'est un gorille. Et ça, c'est un australopithèque qui était beaucoup plus petit que nous. Puis là, vous avez un chimpanzé. Vous voyez que la position quadrupède, il n'y a pas de tension verticale. C'est un oscilla qui monte très haut vers le haut, très près des côtes, alors que l'homme a une certaine mobilité. Vous voyez, il n'y a pas de taille marquée. Son gros bide est ici, fait pour digérer les végétaux. Donc ça, vous trouvez ça dans L'éveil des consciences. Il y a pas mal de petits dessins un peu partout. Voilà, vous avez l'évolution du bassin qui est ici aussi. C'est intéressant. Vous voyez, il s'est élargi, on voit progressivement, un chimpanzé, un australopithèque, et puis l'homme s'est élargi pour la marche, il se projette vers l'arrière, mais aussi pour laisser passer des petits à grosse cervelle. Alors autrement, je vous conseille un autre magnifique livre, alors on ne le trouve que d'occasion, j'en ai 2, si vous le trouvez, achetez-le, c'est une merveille, c'est d'ailleurs tous les primatologues le copient, d'ailleurs. Il a fait la base, le gars, c'est le célèbre Adolphe H. L'autre Adolphe H, mais lui c'est Adolphe H. Schultz, voilà, Suisse, je crois, Suisse, qui est pour moi
la référence absolue en primatologie, et un grand dessinateur aussi, passionné de dessin. Et vous avez plein de petits dessins, voilà, regardez un peu l'homme, ici un chimpanzé, hein, vous voyez que le rachis humain est en position plus centrale, hein. Vous voyez qu'il a ici, hein, regardez comme ça remonte haut, hein, et qu'ici la taille est est plus marquée. Regardez ce gros ventre, hein, où les viscères sont maintenus comme un hamac, et ça ne bouge pas, tout ça est bloqué, hein, bien sûr. Vous allez en voir d'autres. C'est un magnifique, voilà, un gorille. Alors là, il a fait un petit dessin de gorille, c'est rigolo, hein. Vous voyez, hein, la grosse taille du gorille, hein, ici avec son gros intestin, hein, vous voyez que ça ne bouge pas, pas de taille marquée, même si le rachis est moins épais parce qu'il ne marche pas debout comme nous, hein. Il n'est pas fait pour courir, encaisser des chocs verticalement. Il n'y a aucun risque, quasiment, il y a très peu de risque de blessure à ce niveau-là, hein. Ça ne bouge pas, hein, et vous voyez que l'échancrure intérieur est beaucoup moins large, hein. Voilà, donc c'est intéressant, hein, à comprendre. Il n'y a pas de risque de rotation excessive et surtout de flexion antérieure excessive. C'est rempli tout ça d'un intestin énorme. Je vais vous en montrer d'autres. C'est vraiment passionnant, hein. Alors vous voyez les bassins vus du dessus, hein, voilà. Voilà. Très intéressant. Homme, ici un gorille, ici un homme. Après un macaque. Alors macaque c'est encore différent, c'est pas les mêmes contraintes, sont plus légers, donc les risques d'écrasement sont inférieurs. Donc on est dans un monde un peu différent. Est-ce que j'ai d'autres dessins? En tout cas, c'est un livre que je vous conseille. Voilà, le plus célèbre dessin, je l'adore, si on voit même le squelette à l'intérieur, c'est la comparaison des principaux grands primates, hein. Voilà, vous avez un homme ici avec les proportions, si on s'approche un peu de près, on voit que le squelette est fait à l'intérieur aussi, en pointillé. Vous avez un gorille, hein, et puis vous voyez qu'il leur a enlevé les poils, et un chimpanzé avec des proportions de chimpanzé, ici un chimpanzé, un orang-outan, un chimpanzé, un gorille ici, et un homme, hein. On voit les différences, c'est rigolo. Le gorille est un tout petit zizi, parce qu'il n'a pas des grosses couilles non plus, hein, parce qu'il s'impose par ses muscles, alors que le chimpanzé a des grosses testicules, parce que les femelles ont plein de partenaires, et l'important, c'est des groupes, hein, des femelles, un groupe de mâles qui protègent un territoire, et lorsqu'elles sont en période d'ovulation, donc de production, elles se font couvrir par un maximum de mâles, et c'est celui qui balance le plus de sperme qui en général remporte, hein. Donc ils ont intérêt à avoir une lutte en balançant le plus la purée. Vous voyez, c'est un peu différent. Vous voyez, les orang-outans, alors celui-là c'est un mâle, mais normalement ils sont un peu plus maigres, un peu plus rachauds, parce qu'ils fonctionnent à l'économie, ils vivent dans les arbres, descendent peu, pour pas se faire bouffer par les prédateurs. C'est un très bon système. Ils vivent en l'air. Ils ont une locomotion au sol qui est très mauvaise, hein. Par contre, dans les arbres, ils se baladent par brachiation, ils se pendouillent. Et ce sont des êtres très intelligents qui ont une très bonne connaissance de l'écoulement des liquides et des fluides, parce qu'ils restent dans les arbres. Et donc, il faut qu'ils cherchent dans les feuilles les fluides. Donc, ils battent en cela. Même des petits-enfants de 4-5 ans, même 6 ans, ils comprennent mieux comment aller chercher, par exemple, ils comprennent vraiment mieux, avec des expériences, l'écoulement des fluides, ou comment aller chercher dans une bouteille une balle, en mettant de l'eau pour faire remonter la bouteille et aller les chercher avec la main. C'est vraiment fabuleux ce que font une bouteille bloquée, ce que font ces orang-outans. Bon, je suppose qu'il y avait peut-être des soigneurs qui leur avaient montré, mais on les voit très souvent être capables au niveau mécanique, quand ils vivent dans les arbres, ils ont une très bonne compréhension de la mécanique des solides et mécanique des fluides, puisqu'ils font des espèces de hamacs de feuilles. C'est vraiment, ils sont très particuliers, une très grande intelligence, pas de notion de temps, mais une espèce d'intelligence mécanique que peu de primates ont, par nous et eux, hein. Et eux, c'est fabuleux de les voir comme ça. Voilà. Donc voilà, je vous conseille les primates de Adolf H. Schultz, qui est pour moi la référence. Ils vous le disent pas, quand vous voyez plein d'émissions sur les primates, hein, ils ont tous pécho là-dedans de la doc, hein. C'est un espèce de petit dictionnaire, il a écrit beaucoup de choses, mais c'est celui-là, c'est un truc de vulgarisation à la base qu'il faisait pour Bordas, et avant il l'a fait pour des éditions suisses. Je vous le conseille, une merveille des merveilles, hein. Un peu comme l'éveil des consciences, voilà, je vous conseille ça. Et puis
Voilà, puis je vous montre un peu les vertèbres, voilà, pour que vous compreniez, hein, voilà, vous voyez que les vertèbres, hein, elles sont bloquées vers l'arrière, hein, elles ne peuvent pas tellement monter vers l'arrière, tout ça va se cogner et tout ça se bloque, hein, regardez vers l'arrière, il y a un blocage, hein, donc il y a un blocage latéral, hein, vous voyez, ça bloque, hein, avec les petites articulations, il y a quand même du mouvement, mais il est bloqué par les os, et vous voyez qu'antérieurement, il n'y a rien, hein, il n'y a que des ligaments à l'arrière, normalement, ici, hein, et là, et partout, qui empêchent, avec un peu de muscle, hein, et des muscles qui empêchent l'arrondissement excessif, ce qui fait qu'il y a toujours des pressions extrêmement importantes sur l'avant de la vertèbre qui vont à la longue avec l'âge. Et puis des fois, les gens ont une mauvaise génétique vertébrale, avec quelques faiblesses, qui va générer des hernies discales, comme vous pouvez voir, par pression antérieure, hein, puisqu'il y a une mobilité antérieure, puisqu'on est debout, on doit aller chercher les choses. C'est pas mauvais d'arrondir le dos, c'est mauvais d'arrondir fréquemment le dos avec des charges lourdes en répété violent. Hein, donc ça, on évite. C'est pour ça que les mecs qui font de la force, en général, bloquent leur rachis lombaire. Hein, euh, que ce soit en haltérophilie ou en powerlifting, on n'arrondit pas le dos. Il s'arrondira obligatoirement avec des charges lourdes, mais on évite de l'arrondir pour pas avoir de hernies qui sont des pathologies qui, même si ça peut se résorber, sont des fois particulièrement graves et demandent une opération chirurgicale et après on ne revient pas forcément au même état qu'avant. Vous voyez la compression, là c'est une compression latérale, mais la compression peut se faire d'une façon centrale. Alors là c'est aussi douloureux, hein, ça part sur les deux côtés et bloquer les éléments nerveux. Donc c'est très intéressant de comprendre comment ça